Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 6 février 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons des grands espaces. Dans un premier temps avec M. Serge Rotelli, guide de haute montagne et conférencier. Et ensuite avec Stanislas Gruau qui propose des expéditions extrêmes. Vincent Poirier de BD Fuchs sera également présent pour sa sélection de bandes dessinées. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour le titre du journal. Salut Seb. Salut Victoria. Alors on va parler notamment dans ce journal du BTP qui s'inquiète pour les déchets inertes. Oui, alors les déchets inertes, c'est notamment la terre. 3 millions de mètres cubes sont mis en déchets avec ces nombreux chantiers. Donc le bâtiment, notamment en Haute-Savoie, alarme l'État, les collectivités pour les aider en fait à gérer ces déchets. Et puis tu es allé voir des élèves qui ont déjà commencé les épreuves du bac. Et oui, une fois n'est pas coutume, ils ont commencé déjà, enfin si, c'est la coutume d'ailleurs, puisque le bac de ski c'est depuis 17 ans au Menhir, donc sur le stade olympique. Plus de 130 élèves étaient au départ et on était sur place ce mardi. Merci Victoria, tu reviens tout à l'heure pour la revue de presse. À tout à l'heure. Allez, j'accueille mon premier invité pour la rubrique dans l'actu. Je Serge Rotelli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait la route. Alors malgré une blessure intervenue ce midi. Je viens de tomber sur la Vallée Blanche à Chamonix aujourd'hui sur un caillou. Alors vous êtes guide de haute montagne, conférencier, aventurier entre autres. Vous connaissez parfaitement le milieu de la montagne. Première question, j'aimerais avoir votre avis. Comment est-ce que vous jugez l'évolution de la montagne ces dernières années ? L'évolution de la montagne, d'abord j'aimerais dire que la montagne est toujours aussi belle et aussi fascinante et on vit des émotions au-dessus de la moyenne. Donc la montagne c'est beau, c'est bien, c'est sensationnel d'en faire. Si ce n'est qu'on doit effectivement savoir s'adapter en tant que professionnel et guide de montagne, en tant qu'amateur aussi, mais raison de plus en professionnel, c'est que l'évolution du réchauffement climatique nous met beaucoup d'itinéraires qui étaient tout à fait praticables il y a 30 ans qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Donc voilà, il faut simplement savoir s'adapter. Que vous inspire le triste bilan de 2018 qui a vu plusieurs personnalités de la montagne décéder ? C'est toujours des grands coups d'émotion parce qu'on perd souvent des collègues, on perd des amis, on perd des connaissances et je crois que la montagne ne vaut pas la peine de mourir, quoi. On ne va pas en montagne pour mourir, on va en montagne pour vivre. Donc ça m'atteint toujours terriblement et je me remets toujours à chaque fois en question de me dire qu'est-ce que ça veut dire rester guide et devenir un vieux guide, quoi. Vous qui êtes guide de haute montagne, une profession dont on a beaucoup parlé, notamment lors de l'annonce de la mise en place d'un permis d'accession pour le Mont Blanc. J'aimerais avoir votre avis justement par rapport à ce fameux permis. Bon, on parle beaucoup de ce permis du Mont Blanc, mais en fait, il n'y a rien de nouveau. Il suffit de savoir qu'on doit avoir une réservation pour aller au refuge du Goûter, qui est le point de départ du Mont Blanc. C'est la même chose si vous allez dans un hôtel, vous prenez une réservation. Et si vous n'avez pas de réservation, vous n'allez pas au Mont Blanc. Le permis, c'est simplement pour officialiser un peu plus rigide, d'une manière rigide, cette histoire-là. Personnellement, ça me dérange beaucoup, ce permis, parce que la montagne, c'est le dernier espace de liberté qu'on a dans notre bonne vieille terre d'Europe, tout l'arc alpin. Et ça m'embête qu'on commence à morceler cette liberté absolue qu'est la montagne. Autrement, avoir un permis, il n'y a rien de nouveau. On a toujours su qu'il fallait une réservation pour le refuge du Goûter. Donc, on en fait une grosse histoire pour essayer de l'officialiser, mais il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, alors, selon vous, en place pour essayer de régir un petit peu ces règles, justement, autour de l'ascension du Mont Blanc ? Ça sera de toute façon très difficile de bloquer les gens sur un plan physique. Parce que quand vous regardez les colons pètent et puis qu'ils font 5000 mètres de dénivelé dans la journée, je vous laisse essayer de les rattraper pour leur demander s'ils ont leur permis. Donc ça, c'est l'évolution, ma foi, peut-être un petit mauvais côté de l'évolution, qu'il y a de plus en plus de monde qui va en montagne. Mais quelque part, ouais, on arrivera à ce genre d'aberrance où on est obligé de prouver patte blanche avant de partir. Parmi vos nombreuses expéditions, il y en a une qui a particulièrement marqué les esprits. Vous avez fait le tour du monde à pied pendant 5 ans. Racontez-nous un petit peu comment ça vous est venu, comment est-ce que ça s'est passé ? En fait, avec ma femme, à 40 ans, on a pris le risque de tout perdre sans même savoir si on allait gagner 1 mètre. On est parti, on a tout vendu, l'appartement, la voiture, la télévision, largué le 50% des assurances et on est parti. Et au résultat final, 10 ans plus tard, on a passé 8 ans et demi sur les routes du monde. J'ai couru 75 000 km de course à pied à 12 km/h, assisté, vécu, partagé d'une femme assise sur une moto avec une petite remorque. 66 pays du monde, le tour du monde. 64 paires de chaussures usées, 1508 de camping, 6 tonnes de Coca-Cola ingurgitées. Qu'est-ce que vous gardez de cette expédition ? Et plus de 450 000 € récoltés pour des enfants. Donc il y avait tout un concept humain sur lequel j'insiste parce que c'est très important. Vous avez également traversé l'Atlantique en solitaire à la rame ?
Pas tout à fait en solitaire, on était 2 sur le canoë de 6,40 m de long. 2 heures de rame, 2 heures de pause, tout ça pour vivre une aventure hors norme, hors du temps. 62 jours des îles Canaries aux Caraïbes, 2 heures de rame, 2 heures de pause, 24 heures sur 24, le canoë il avance. Vous êtes mouillé 24 heures sur 24, c'est totalement inconfortable, c'est dangereux, on peut se poser la question pourquoi on le fait. On a le privilège de pouvoir être né dans un pays riche et en bonne santé, de pouvoir faire des aventures aussi folles que de traverser l'Atlantique à la rame. C'est beau, non? Elle vous vient d'où cette passion, cette soif de découverte, de défi? J'ai la chance d'avoir eu un papa et une maman qui étaient extraordinaires, qui m'ont amené à prendre des propres choix personnels depuis tout petit. Et ils m'ont appris quelque chose d'extraordinaire. Quand je dis oui, je vais jusqu'au bout du oui. Et quand je dis non, je vais jusqu'au bout du non. Et la vie, elle est belle quand même. Allez dehors et vous regardez cette belle neige au jour d'aujourd'hui. Vous voyez un papillon, vous voyez un oiseau, vous voyez des gens partout. C'est magnifique. Il n'y a pas seulement le mauvais dans le monde. Et je crois que j'ai une foi absolue dans l'individu, pas forcément dans l'esprit de masse, mais dans l'individu. Vous rencontrez des gens extraordinaires aux 4 coins de la planète. Et j'aime la nature, j'aime le sport, j'aime l'engagement, j'aime les humains, j'aime les émotions en fait. Vous semblez plutôt de nature optimiste pour l'avenir? Individuellement, oui. Vous regardez, il y a des centaines de milliers d'individualités extraordinaires. Dans l'effet de masse, on a le droit peut-être, en regardant la télévision, les radios, les journaux, de devenir un peu aigri sur la condition humaine. Alors un jour, on se positionne, puis on se dit, si vous êtes sympa avec moi, ben moi j'essaie d'être sympa avec vous. Et à ce jeu-là, vous verrez, le monde est fantastique. Alors, je le disais en début d'interview, vous êtes également conférencier. Vous nous avez amené quelques œuvres là, que vous avez écrites. Quelle est la teneur aujourd'hui de vos conférences? Vous intervenez sur quoi? En fait, j'ai 2 interventions. Soit je présente le film du Tour du Monde qui fait 1h18, questions-réponses, ça prend 2 heures, une belle soirée où j'interviens souvent en direct avec mon micro. Ou alors je suis un intervenant en entreprise sur le thème « Avoir le courage d'oser » dans des journées de formation continue. Et le poids de ma vérité, on en fait ce qu'on veut, mais ma vérité, elle est très transpirée, donc les gens m'écoutent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui continue à vous motiver là, chaque matin? La vie, parce que c'est beau, les émotions, les partages. Je veux dire, c'est juste sensation, c'est un privilège. J'ai un privilège d'être encore là. Avec tout ce que j'ai vécu, c'est un cadeau de pouvoir être vivant et puis d'être guide à plein temps à 64 ans, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez justement? Alors on a parlé de cette traversée de l'Atlantique, de cette expédition tout autour du monde. Et aujourd'hui, dans votre métier de guide, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans la nature, là, comme ça, en contact avec la nature? Je dirais que j'ai toujours un amour foncier, fondamental par rapport à la nature. Mais plus les années avancent dans mon métier de guide, je m'aperçois que la relation que je partage avec mes amis et mes clients devient plus importante que la montagne. Peut-être s'il n'y avait que la montagne, il y aurait le vent, le froid, la fatigue, j'en serais peut-être fatigué. Mais quand vous voyez la relation que je partage avec des gens que je guide au Mont Blanc ou je fais un Chamonix-Zermatt sur une semaine, ils vous en reparlent 20 ans plus tard. C'est juste magnifique d'être celui par qui les émotions permettent de vivre, quoi. Pour en revenir à votre métier de guide de haute montagne, en quoi il a évolué là, ces dernières années? Alors il a beaucoup évolué dans le sens qu'au jour d'aujourd'hui, on a la chance de faire 100 activités. Quand nos grands-parents, ils avaient 10 possibilités d'activités, maintenant il y en a 100. Donc la montagne n'échappe pas à cette évolution. Donc il y a un peu le phénomène zapping. Les gens se disent, cette année je fais de l'alpinisme, je prends un guide, je vais au Mont Blanc. L'année prochaine, je fais un saut en parachute. L'année d'après, je fais de la plongée sous-marine. L'année d'après, je fais du canoë et j'en passe. Donc c'est sensationnel pour le public. Par contre, en tant que professionnel, c'est plus difficile de sécuriser la montagne avec des gens qui viennent seulement une fois tous les X années que ceux qui venaient régulièrement comme à l'époque. Et justement, vos clients, en quoi ils ont évolué? C'est les mentalités qui ont évolué? C'est quoi? Oui, c'est la mentalité, on prend, on jette, quoi. C'est un petit peu le principe de la consommation effrénée au jour d'aujourd'hui. Mais c'est à moi, en tant que professionnel, de prendre le temps aux gens de leur expliquer. Mais non, on s'arrête, on ne court pas. Vous irez à votre bureau le lendemain. Aujourd'hui, on est en montagne, on va vivre la montagne et ça prendra le temps que ça prend. C'est quoi les prochains projets pour vous, Serge Rotelli? Il me faut 5 vies pour vivre la moitié de mes rêves et une 6e pour me reposer. Merci beaucoup en tout cas. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonne santé à tout le monde. Merci à très beaucoup bientôt. à TV8 Mont Blanc. Merci beaucoup. Allez, on reste dans les grands espaces avec mon deuxième invité, Stanislas Gruau. Installez-vous. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors, en 2017, vous avez décidé de changer de vie après 10 ans en tant que trader, d'abord sur Paris puis à Genève. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pour moi, ma mission était ailleurs. Et depuis que je me suis lancé dans la course à pied en ultra-fond depuis 2011 avec la traversée de la France en courant que j'ai réalisé, ça a été pour moi un déclic. Et j'ai toujours eu en tête de lancer ce projet Explora, pour permettre aux gens d'aller au bout d'eux-mêmes et de se lancer dans des aventures d'une vie. Et donc 30 ans, une fille, 10 ans dans la même boîte, c'était le cocktail magique pour passer le cap. On se rend compte que ça arrive à beaucoup de personnes, cette envie au bout d'un moment
tout lâcher, comme on l'a vu avec mon précédent invité. D'ailleurs, vous avez pu discuter avec M. Rothil avant l'émission. Oui, J'imagine que ça vous donne des idées pour la suite. Oui, on aurait aimé avoir plus de temps et on va se retrouver après. Non, extrêmement inspirant, bien sûr. Ça arrive à beaucoup de personnes, comme vous le dites. C'est vrai que on est une génération qui a plusieurs vies dans une vie. On a envie de dévorer le monde, on a envie de faire plein de choses et la routine du quotidien nous pousse à chercher des expériences toujours plus puissantes et c'est ce que nous souhaitons proposer. Alors, Explora Project, qu'est-ce que c'est concrètement? Explora Project, c'est une agence de voyage, donc agrémentée, une agence de voyage basée à Annecy. On est à l'incubateur l'Annecy Basecamp, dans un écosystème vraiment exceptionnel. C'est une agence de voyage qui est spécialisée dans les expéditions en France et à l'international pour tous les niveaux. Des expéditions de 3 jours à 15 jours, avec une spécificité, c'est d'accéder à l'autonomie. Explora Project, c'est une formation par des guides spécialisés pour que vous puissiez vivre l'expérience des grands espaces à la manière d'un explorateur, avec la possibilité de rester avec le guide si vous ne sentez pas, et la possibilité de vivre cette expérience sans guide, en autonomie complète, seul ou avec sa femme, ou son mari, ou des amis, ou les copains du groupe et les amitiés que vous auriez pu lier sur le tas. Donc c'est une expérience vraiment différente, mais je crois que ça fait, et vous en savez quelque chose, des années que les médias nourrissent le fantasme des expéditions, de l'explorateur, et ce qu'on voit à la télé, un jour on veut le consommer nous-mêmes, et c'est tout à fait humain. Alors comment ça marche ? Alors le principe, c'est, bon évidemment, il y a des sortes de sélections, on va dire, en fonction de l'expédition dans laquelle on s'engage. Pour les expéditions de 3 jours, 4 jours en France, c'est des expéditions découvertes pour tout niveau. Même pour les enfants de plus de 12 ans. On a une expédition inédite en rafting en mai, le Chamonix-Genève intégral sur les rivières du Mont-Blanc. On a la traversée du Vercors la semaine prochaine en ski de rando Pulka. Donc là, ce sont des expéditions qui ne nécessitent pas de sélection drastique. Pour les plus gros projets, de 10 à 15 jours en Islande, en Suède, on va très bientôt ouvrir une destination dans l'Himalaya. Il y a un dossier à mettre en place, une discussion avec nous. Toute une préparation en amont. Il y a une préparation en amont physique, une préparation technique sur place dans le pays concerné par des guides professionnels et puis une préparation mentale avec en fait des psychologues qui vont échanger avec vous pour savoir pourquoi vous vous lancez dans ce projet-là, pourquoi aujourd'hui dans votre vie, quel est votre cap de vie, à qui vous avez besoin de prouver quelque chose. Et je crois que c'est intéressant pour donner un peu de profondeur au projet et ne pas être que dans une conduite de l'agir, mais élaborer un peu sur pourquoi est-ce qu'on se lance là-dedans. Et je crois que c'est vraiment le mal de notre société, donc c'est ce qu'on va essayer d'aider nos participants à faire. Alors 3 types d'exploration, j'ai vu sur votre site. Ça correspond quoi à des niveaux de difficulté ? Oui, alors on a donc l'expédition découverte et puis les expéditions internationales. Les expéditions découvertes en France, le format que je vous ai évoqué. Les expéditions internationales qui sont plus engagées, plus engageantes, bien sûr. Donc ça, c'est les niveaux de difficulté. Et puis il y a un 3e type, ce sont les expéditions de reconnaissance, qui est un petit peu différent, qui est avant d'ouvrir une destination au public, l'équipe, le staff et une boîte de production se rend dans le pays pour défricher, aller tester ces itinéraires inédits. Et on propose à quelques happy few de venir avec nous pour tester l'itinéraire sans savoir vraiment ce qu'on va y retrouver. On part notamment en Suède en mars avec 4 personnes pour la traversée du pays en kite ski. Je ne sais pas ce qu'on va trouver là-bas, eux non plus, et c'est sûrement bien sûr ce qu'on va chercher. Alors j'ai vu que vous aviez aussi une démarche éco-responsable, notamment par rapport à l'environnement, protection, respect de l'environnement. C'est important, ce sont des notions qui c'est pas que c'est important, c'est que c'est obligatoire. Je crois qu'aujourd'hui, on traverse des lieux qui sont peu visités par l'homme. Et donc, on ne peut pas utiliser la tribune d'Explora pour ne pas, évidemment, évoquer les grands sujets environnementaux. Donc, bien sûr, chaque destination a une cause qui lui est accolée et pour lequel nous allons essayer de communiquer un maximum, que ce soit des causes pour les hommes, l'environnement, la faune ou la flore. Donc, on est membre de 1% pour la planète, bien sûr, et puis tous nos partenaires équipementiers, on est équipé par Patagonia par exemple, qui nous pousse à aussi ne pas perdre cet ADN-là qui est capital, qui n'est pas toujours facile de garder, qui peut parfois être, on va dire, contre-économique, mais c'est très important pour nous, ça fait partie vraiment de l'ADN du projet. Comment est-ce que vous choisissez les destinations ? Alors c'est participatif, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de sondages avec notre communauté pour leur demander où est-ce que vous avez envie de partir, aussi simple que ça. Et puis on cherche des endroits qui ont un sens, qui ne sont pas surexploités aussi touristiquement et qui
peuvent permettre de vivre des expériences incroyables. Donc c'est un mix d'une alchimie, les terrains sur lesquels on est expert, on n'a pas de réceptif sur place, on fait tout nous-mêmes. Ça, je crois que c'est important de le dire. Il y a très peu d'agences qui travaillent comme ça aujourd'hui. Quand on achète Explora Project, on n'achète pas une agence locale qui aura mis la casquette Explora avant de vous serrer la main à l'aéroport. Ça, je crois que c'est un vrai gage de qualité. Ça coûte beaucoup plus cher à organiser, mais je crois que c'est la seule manière pour délivrer du vrai et du bon. Donc c'est entre notre expertise et la collaboration de notre communauté qui grandit et qui se prend d'amour pour ce projet, et c'est vraiment un plaisir. Justement, combien est-ce que ça coûte? Alors, il y en a un petit peu pour tous les prix. J'imagine plusieurs. Ouais, sur les expéditions françaises découvertes, on va être sur les tarifs aux alentours des 400-450 €. Donc, c'est vraiment des prix découvertes. C'est pour nous, pour vraiment voir les yeux émerveillés d'un enfant qui fait sa première nuit en bivouac, on va dire, et les parents qui peuvent vivre des expériences un peu différentes dans un cadre sécurisé. Et pour les destinations au plus long cours, on va être entre 4 et 5 000 € à peu près pour une quinzaine, tout compris. Donc c'est des tarifs qui sont assez acceptables et ça fait aussi partie de l'ADN du projet. Il était déjà possible de vivre des choses extraordinaires, mais à des prix assez gonflés. Donc nous nous battons chaque jour pour offrir ça au plus grand nombre. Alors pour en revenir aux expéditions, j'ai aussi vu qu'il y avait une assistance logistique et la possibilité d'avoir un suivi GPS. Oui. Vous êtes dans l'air du temps? Oui, on ne peut pas proposer ces expéditions-là à tout un chacun sans avoir un filet. C'est donc évidemment un suivi logistique avec un suivi GPS, un support logistique avec des balises que chaque participant aura. Sa famille pourra suivre à distance son évolution dans le pays, sera rassuré. Il aura la possibilité d'envoyer un « tout va bien, j'ai besoin de plus de nourriture » ou au prochain lieu de rendez-vous, je demande, je ne sais pas, un support logistique quelconque. Enfin, c'est une sécurité. Aujourd'hui, on est obligé d'être connecté et on a les outils pour le faire. Donc, vraiment, c'est évidemment la direction qu'il faut choisir. Vous êtes satisfait là, de ce qui a été mis en place depuis 2 ans? Oui, je suis très content. Ça fait même une année en fait. Ça fait une année, c'est depuis février 2018 que ce projet vit vraiment. Donc c'est une toute petite année. Je suis extrêmement satisfait. Je suis satisfait parce que aussi bien sur la partie investisseurs initial qui ont pu donner vie à ce projet, sur la partie partenariat équipementier avec des solides marques qui ont tout de suite compris l'ADN du projet, avec des participants qui se font le relais et des influenceurs aussi, n'ayons pas peur de l'évoquer, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, se font le relais de notre marque. Moi, je suis extrêmement fier de ce qui est en train de se passer. Cette communauté, elle grandit, elle nous dépasse presque aujourd'hui dans l'engouement que les participants ont pour notre projet. Donc vraiment, on est dans la phase de production d'expédition et on a envie de vous proposer un maximum de dates. Il y en a plein qui arrivent au printemps et je vous invite tous à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester connectés. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Au revoir. Allez, j'accueille nouveau Victoria pour la revue de presse, notre revue de presse quotidienne. Et on va parler malheureusement une nouvelle fois de la pollution. Oui, et on reste un petit peu dans l'univers aventure, glacier, mais côté effectivement pollution cette fois, puisque Fanette parlait hier dans sa revue de presse de la fonte des glaciers. Moi, je voulais revenir sur la pollution, puisque France Bleu, Pays de Savoie, en parle cette semaine avec cette comparaison. Le pôle Nord est confronté aux mêmes problématiques que la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. L'article nous explique que les glaciers sont confrontés à 2 problèmes majeurs, la fonte donc et la pollution aux particules fines. On apprend notamment que les 2 phénomènes sont en fait liés. La particule qui pose problème s'appelle le noir de carbone. Elle est rejetée notamment par les pots d'échappement, le chauffage domestique également, et elle peut parcourir des milliers de kilomètres, donc jusqu'au glacier du pôle Nord où elle se pose sur la neige, la glace. Et donc ces particules sont noires, donc elles absorbent évidemment très bien les rayons du soleil, ce qui accélère la fonte des glaciers. Tout ceci nous est expliqué par une glaciologue anécienne, elle s'appelle Heidi Sevestre, elle est spécialisée dans l'étude de la dynamique et des déplacements des glaciers. Elle a habité d'ailleurs en Arctique et elle nous explique que oui, cette pollution émise par nos transports ici en Haute-Savoie va jusqu'au glacier du pôle Nord. La glaciologue va partir avec une équipe internationale composée uniquement de femmes en avril 2020 sur l'île de Spitsberg en Arctique, donc pour mesurer cette pollution. Elles vont parcourir quand même plus de 450 km à ski parce que l'objectif de cette expédition, c'est qu'elle soit la moins polluante possible. Alors à noter 2 infos, la scientifique lance un appel aux collèges et aux lycées en Pays de Savoie qui seraient intéressés pour s'associer au projet et le suivre tout au long de l'année scolaire 2019-2020. Et puis une cagnotte a été lancée donc, pour financer cette expédition. Le lien est dans l'article France Bleu et puis normalement on en reparlera puisque si tout va bien, elle viendra sur le plateau prochainement. Un clin d'œil à l'équipe de l'Écarode.
Oui, que tu avais rencontré la semaine dernière. exactement. On reste dans le froid avec les résultats des 18e championnats du monde de traîneau à chiens et de ski dog qui ont eu lieu donc la semaine dernière à Bessan en Haute-Maurienne. On en a parlé dans le journal puisqu'on était donc sur place pour le premier jour de compétition. Plus de 400 participants, 1500 chiens athlètes, des chiffres qui en font la plus grande course de chiens de traîneau au monde. Jamais une course n'avait rassemblé autant de participants. 60 bénévoles de l'association La Lécaraude étaient mobilisés. Donc on les voit sur cette photo partagée sur leur page Facebook. La Lécaraude, c'est une autre course de chiens de traîneau qui aura lieu du 16 au 24 mars prochain, donc toujours en Savoie. Avant ça, on peut faire un petit clin d'œil quand même aux équipages français qui se sont fait remarquer lors de ces championnats du monde. Face aux géants scandinaves qui gardent quand même la vedette sur les disciplines, on a tout de même 4 titres mondiaux pour la France. Donc on peut féliciter tous ces athlètes. On parle encore un peu de froid. Dans le froid avec une photo assez étonnante, une photo qui date de l'hiver 1891, photo signée Auguste Pitié. C'est une trouvaille du conseil départemental des Hauts-de-Savoie dans ses archives. On y voit le lac d'Annecy complètement gelé, ce qui lui donne un aspect de patinoire. C'est beau, ça fait rêver en tout cas. Et puis on parle poisson. Oui, une mauvaise nouvelle pour les pêcheurs de Ferrat dans le lac Léman. TF1 vient de réaliser un reportage sur la situation préoccupante de la pêche là-bas. On y apprend que le nombre de ferrats pêchés a été divisé par 2 depuis 2013. Je vous propose de regarder un extrait. Alors voilà une ferrat, c'est un salmonidé, c'est de la même famille que les truites et les ombres chevaliers. C'est un poisson qui est très fin, qui a très peu d'arêtes. Les pêcheurs l'appellent la reine du lac. Le poisson emblématique du Léman, de plus en plus rare dans les filets. Pour l'instant, c'est nul. On en est à 3 poissons, en 3 filets. Frédéric est pêcheur professionnel. Depuis 2013, ses captures de ferrats ont été divisées par 2. Voilà, je vous propose de vous inciter à regarder ce sujet sur LCI. Merci Victoria, à tout à l'heure pour l'équipe du journal. Allez, dernière partie de cette émission, de cette première partie, dans la rubrique Dans ma bulle avec Vincent. Bonsoir Salut Seb. Vincent. Comment se passe très rapidement, comment se passe au début d'année, la 2019 à BD Fugues? Écoute, c'est toujours une période un petit peu bizarre. Il y a j'appelle ça le Christmas blues. Il y a une effervescence et puis tout s'arrête, les soldes, la culture passe un peu au second plan. Et Angoulême fin janvier, qui vient remettre quand même un petit coup de projecteur sur la bande dessinée. Angoulême et l'émission de la Lutte Mont-Blanc, évidemment. Alors, 4 œuvres ce soir. On commence par Un Nymphéas noir de Michel Bussy. Enfin, en tout cas, une adaptation. Une adaptation, roman effectivement. De Michel Bussy. Le coup de cœur de Camille. Oui. Il a partagé sur ses réseaux Oui, sociaux. et Camille, effectivement, qui prépare aussi l'émission, qui m'a envoyé un mail gigantesque. Je me suis dit, je ne ferai pas une aussi bonne chronique que son mail. Je l'enverrai d'ailleurs aux auteurs. C'est l'adaptation d'un polar très finement écrit qui se passe au jardin de Giverny. C'est effectivement Monet qui est le point de départ de toute cette histoire. Et pas que, c'est un microcosme, c'est un village. Tout le monde se connaît et en même temps, on redécouvre tout ça avec surtout un meurtre, un point de départ, un meurtre, mais d'autres qui sont annoncés aussi dans la foulée. Donc on est captif de ce récit sans se rendre compte qu'on va complètement se faire berner. Tu as eu l'occasion de lire le roman? Non. Non. Parce qu'on peut pas. Alors je voulais poser la question, est-ce que le roman ou est-ce que c'est la BD qui est le mieux? Je pense que les deux sont une lecture véritablement importante. Michel Bussy, par contre, a été vraiment impliqué dans l'adaptation de cette bande dessinée. Fred Duval, le scénariste, a été vraiment à travailler de manière étroite avec lui. Donc ce n'est pas une adaptation dans son bureau au loin. Il y a eu un vrai travail, une collaboration là-dessus. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. Adaptation réussie selon toi? Adaptation réussie, c'est une lecture captivante. Camille nous l'a confirmé encore une fois. Et puis c'est vrai qu'il y a un dessin qui est, je trouve, personnellement remarquable, tout en peinture, de Didier Casgrain, qui est un illustrateur qui vient des studios Disney, qui a complètement perdu, on va dire, un petit peu cette tic de dessin pour nous offrir une prouesse artistique absolument remarquable. Et Fred Duval qui sera présent à ce BD Sevrier. Et oui, Sevrier BD, 27-28 avril, il y aura aussi effectivement des scénaristes en plus des dessinateurs. Fred Duval nous fait le plaisir d'être là. On continue avec C'est aujourd'hui que je vous aime, une œuvre assez attendue puisqu'il s'agit de la première BD de l'artiste aux multiples facettes, François Morel. Oui, François Morel, donc on le connaît effectivement, des Deschiens originellement, et il fait des chroniques à la radio, il a une écriture qui est extraordinaire, et il avait écrit ce texte autobiographique où il raconte ses premiers émois, son premier amour, et c'est une façon effectivement de retrouver effectivement une fragilité, en même temps une puissance. Il y a tout qui se mélange à ce moment-là. C'est très fort et il faut être très, très bon dessinateur, très bon narrateur pour pouvoir
garder à la fois la sensibilité et en même temps nous mettre dans l'effervescence de ce moment-là. Pascal Rabaté, c'est un des plus grands dessinateurs de bande dessinée actuels. Il a même déjà reçu le prix de la meilleure BD d'Angoulême il y a quelques années de ça. Excusez du peu. Donc voilà, c'est vrai que là, le duo, un duo qui est fait pour collaborer, c'est extraordinaire en lecture. C'est d'une tendresse folle, on a le sourire tout le long, sourire qui grandit. Et puis ça nous ramène à nous, tout en nous ramenant à d'autres. Enfin voilà, c'est touchant, c'est intelligent, c'est drôle. C'est très très bien. Est-ce que l'essai s'est transformé en coup de maître selon toi? Est-ce que l'essai est transformé en coup de maître? Je pense que c'est remarquablement fait. Après, c'est vrai que la particularité, c'est surtout à quel point le lecteur va savoir justement se laisser prendre. Est-ce qu'il restera spectateur ou est-ce qu'il saura de manière empathique se laisser prendre? Et c'est là, si jamais effectivement il se met dans la peau de notre personnage, que le coup de maître est absolument réussi. Et Pascal Rabaté qui sera en dédicace Ah chez oui, toi, le j'en 23 rêvais février. depuis des années. C'est vraiment un auteur extraordinaire. Et il sera là dans 2 semaines, là, 23 février. Je suis très, très, très heureux. Venez nombreux rencontrer cet auteur exceptionnel. On change de registre avec Kids One. Je ne sais pas comment ça se Kid prononce. Z. Kid Z. Kid Z. Et le petit 1, on ne le prononce pas, le petit 1, c'est le tome, c'est ça? Le 1, c'est le numéro, effectivement. Par contre, le Z, on le prononce, on ne dit pas Kids. C'est Kid Z parce que Kid Z Z. pour zombie. Oui, alors là, on est dans un monde de zombies, un peu façon Walking Dead. Ah ouais, Pour ados. un Walking Dead, mais avec des ados. Alors les ados, ils ont une particularité, ils se croient immortels. Donc les ados, ils vont vivre les choses de manière beaucoup plus instinctive, beaucoup plus rock'n'roll. Il y en a même un qui se fait surnommer Spielberg, qui a sa caméra, ils se font des vidéos de leur journée. Enfin, ils sont avec une forme d'insouciance et en même temps la réalité terrible, apocalyptique, qui les rattrape. Peut-être pas que, on découvre petit à petit qu'il y a peut-être, est-ce que c'est des lueurs d'espoir ou en tout cas des particularités à leur univers. C'est hyper dynamique, le dessin est fabuleux, on dirait, on dirait pas, mais ça fait penser à un dessinateur exceptionnel qui est l'illustrateur de Gorillaz, le groupe de musique. Il y a quelque chose Oui, d'extrêmement il y a un petit péchu. point de ressemblance, Ah oui, effectivement. oui, mais tout en ayant son identité, c'est vrai que la référence graphique est indéniable. Et je pense que c'est une série qui est sortie la semaine dernière, dont on n'a pas fini d'entendre parler. Avec le tome 2 qui Ça est va déjà être, prévu pour la rentrée. Voilà, pour la rentrée de septembre. J'ai lu derrière là, une phrase qui m'a beaucoup fait rire. Survivre à l'apocalypse, c'est beaucoup plus sympa quand on est ado. Oui, bah oui, Tout un finalement. programme. Finalement, oui, j'espère qu'il n'y a plus l'apocalypse là qui arrivera parce que on a raté le coche. Hein. On termine avec Le Dieu vagabond. La merveille. Alors autant, le premier c'était le coup de cœur de Camille, autant celui-là, c'est le tien depuis en ce début d'année 2019. c'est Le Dieu vagabond, ouais. Fabrizio Dori. J'ai lu dans les tout derniers jours de décembre. J'ai fini 2018 en beauté, puis finalement commencé 2019 de manière absolument merveilleuse. C'est une fable onirique qui est assez surprenante. Le point de départ de l'histoire, on est sur un satyre, d'après ce qu'il nous raconte, un satyre qui faisait partie de la cour de Dionysos, qui aurait commis une erreur de parcours. Il est banni du monde des dieux, il se retrouve chez les humains, et contre quelques bouteilles de bon vin, il vous raconte l'avenir qui vous attend. Donc on n'est pas tout à fait certain que ce ne soit pas un affabulateur. En tout cas, c'est un personnage qui est haut en couleur, qui a beaucoup, beaucoup à dire, beaucoup à faire. Mais surtout, la véritable force, les couleurs, j'en parlais, c'est le dessin. Le dessin qui est un hommage permanent. par la critique. Ah oui, non, mais alors là, c'est la BD de l'année pour beaucoup. Déjà maintenant, en janvier, c'est quand même assez perturbant d'avoir déjà la BD de l'année. Et peut-être qu'effectivement, on l'a quand même. Et Fabrizio Dori qui sera aussi présent du côté de Sevrier. Ah oui. Il y a un gros Ouais. plateau cette année. Ah oui, très très beau plateau. Je vous le révélerai un petit peu ici, mais là on est en train de le finaliser. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'auteurs confirmés à l'heure actuelle et ça va être une très 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 belle année. Qu'est-ce qui fait que celui-là t'a plu encore plus que les autres? En fait, il est ébouriffant graphiquement. C'est un véritable hommage à la peinture, au plus grand peintre, tout en ayant une véritable histoire. C'est-à-dire j'aurais complètement pardonné d'avoir juste un talent graphique exceptionnel et puis quelques petites faiblesses d'écriture. Ça n'aurait pas été si grave, on avait plein les yeux. Mais en fait, non, l'écriture est exceptionnelle aussi. Donc on a un combo magique rarissime à cet auteur-là. Merci beaucoup Vincent. Merci à toi. À très À bientôt. bientôt. Victoria est de retour pour le rappel des titres. Alors on parlera notamment de la gestion des déchets inertes. Oui, le bâtiment en Haute-Savoie s'inquiète par rapport à ces déchets. 3000 m3 de terre doivent être évacués chaque année et c'est une vraie problématique. On verra un reportage dans le journal de Fanette de Buisson. Et puis une épreuve du baccalauréat, pas comme les autres.
Le bac de ski s'est déroulé sur le stade olympique des Menuires. On verra un reportage, on était sur place pour suivre ces 130 lycéens. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. À tout de suite.